Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de RCF et Radio Notre-Dame. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican. Après l'Angélus du pape hier, Radio Vatican et Olivier Bonnel qui présentent le journal reviendront sur les tensions en Amérique du Nord. Les voisins des États-Unis ne comptent pas se laisser faire après les annonces de droits de douane de 25% par Donald Trump. Vous l'entendrez donc dans quelques minutes. Mais direction le Moyen-Orient à présent. Israël a mené hier une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie. Pendant ce temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est envolé, lui, pour les États-Unis. Il devrait être reçu par Donald Trump demain. Premier dirigeant étranger reçu par le nouveau président, nouveau symbole du lien qui unit Israël et les États-Unis. Et puis, autre information du week-end, la libération de 3 nouveaux otages, dont un franco-israélien. On en parle ce matin avec notre invité, Louis. Oui, et que peut-on attendre en fait de cette rencontre Trump-Netanyahou ? Vous l'avez dit, la première qui ouvre donc le mandat de Donald Trump, sachant qu'il avait déjà pris des positions extrêmement pro-israéliennes en déplaçant en particulier l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'était quand même un geste fort de la part de Donald Trump. Est-ce que c'est un soutien inconditionnel pour Israël et est-ce que cela va encourager Benjamin Netanyahou à continuer ? Comment resituer les choses dans ce contexte-là ? On va voir comment Vincent Lemire nous présente l'actualité. Bonjour Vincent Lemire. Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, maître de conférences en histoire contemporaine à Gustave Eiffel. Vous avez publié plusieurs livres, notamment Israël-Palestine, anatomie d'un conflit aux arènes, pour évoquer ce conflit israélo-palestinien. Peut-être commencer avec cette rencontre à venir entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Que faut-il en attendre ? Vous savez, le lien indéfectible entre Trump et Netanyahou, on va dire, il remonte beaucoup plus loin. Il y a un horizon culturel commun, on le sait, entre le projet israélien et le projet états-unien. Deux peuples élus, deux terres promises, pour certains des colons les plus extrémistes, deux populations autochtones à contraindre ou à soumettre. Il y a quelque chose qui se joue là. Ça, c'est dans l'inconscient ou c'est verbalisé ? Chez les chrétiens évangélistes les plus radicaux, c'est parfaitement verbalisé. Israël et les États-Unis ont un destin commun. Et ils le déroulent en ce moment. Et ils sont prêts à tout pour atteindre ce destin commun. Je pense aux propos de Donald Trump qui, dans Air Force One, a dit qu'il était prêt à chasser les Palestiniens de la bande de Gaza, de la même façon que les Américains ont chassé les Indiens ou les peuples autochtones. C'est le même imaginaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Donald Trump a l'air de ne pas se rendre compte que c'est pas seulement un crime de guerre, mais c'est aussi un crime contre l'humanité. Le déplacement forcé de plusieurs millions de civils, selon le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, c'est un crime contre l'humanité. Mais voilà, on a du Trump dans le texte. Le fait de déplacer ces populations, parce qu'il l'a proposé encore récemment, de les envoyer en Égypte, en Jordanie, etc. C'est juste une phrase comme ça ou est-ce qu'il imagine que c'est faisable ? Non, c'est pas une phrase comme ça. Alors, effectivement, avec Trump, il faut qu'on s'habitue à ces espèces de déclarations faussement ingénues. Il l'a répété le lendemain, il l'a répété le surlendemain, apparemment dans un coup de fil avec le président égyptien. Non, je pense pas du tout que ce soit une lubie. C'est par ailleurs, c'était un but de guerre de l'extrême droite et ça reste un but de guerre de l'extrême droite israélienne. Il y a pile un an, à la fin du mois de janvier 2024, Itamar Ben-Gvir disait la déportation massive des habitants de Gaza, c'est le but de la guerre. Smotrich disait l'idéal à la fin de la guerre, c'est qu'on se retrouve avec 100 à 200 000 Palestiniens à Gaza. Donc, versus plus d'1 million aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Donc non, c'était un but de guerre parfaitement assumé de l'extrême droite Et comment peut-on l'imaginer sans que cela déstabilise les pays concernés ? On peut pas l'imaginer parce que la question des réfugiés, c'est véritablement ce qui bloque toute discussion et toute négociation. Donc là, ce que propose Trump, c'est de fabriquer encore plus de réfugiés. Comment on peut replacer cette proposition qui paraît surréaliste de Donald Trump dans une perspective historique ? En 1948, déjà, il y avait des inquiétudes de ce type-là. 1948, 750 000 Palestiniens qui prennent les routes de l'exil. 750 000, on parle de plus de 2 millions, 2,3 millions. 1967, 250 000 Palestiniens. Donc la Nakba de 1948, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la Naksa de 1967, la rechute. On voit bien que ça touche à l'épine dorsale en fait de l'identité palestinienne. Et il y a aussi de la part des Américains, mais on l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, une forme de méconnaissance de l'histoire qui fait froid dans le dos.
Dans l'histoire, quels impacts ont pu avoir, quelles conséquences ont pu avoir ces déplacements de population ? Mais quand on fabrique des réfugiés, on fabrique des gens qui axent toute leur vie sur le fait de combattre ceux qui les ont fait partir. On sait bien que la résistance armée palestinienne, elle est née dans les camps de réfugiés en Jordanie et au Liban. L'imaginaire de Trump de dire les gens ils vont être détendus, ils vont être dans des endroits pacifiques, etc., ne correspond à rien. Quand on fabrique des populations déracinées, on fabrique des combattants et potentiellement des terroristes. L'idée côté israélien, du moins d'une partie d'entre eux, c'est de se dire il y a un monde arabe finalement autour d'eux qui a de la surface, et qu'il y a largement assez de place pour accueillir ces Palestiniens, alors qu'eux vivent sur un confetti, et que les deux États étant une issue finalement impossible, eh bien, il y a suffisamment de place pour les accueillir. En Arabie Saoudite, par exemple. Oui, bien sûr. C'est aussi de se dire, le vrai État palestinien, c'est la Jordanie. Et d'un point de vue démographique, ils n'ont pas entièrement tort. 60% des habitants de la Jordanie actuelle sont palestiniens. 80% à Amman. La ville la plus palestinienne du monde, c'est Amman aujourd'hui. Il n'empêche, la Palestine, c'est un territoire. Les Palestiniens, ils sont attachés à une terre. Et y compris les habitants de Gaza, aujourd'hui, 80% des habitants de Gaza actuels sont soit des réfugiés, soit des descendants de réfugiés. Ils habitent dans des camps de réfugiés dont les rues portent le nom de leur village en Palestine. Donc cette dimension d'attachement à la terre, elle est spécifiquement palestinienne. On ne pourra pas la déraciner, y compris avec une rencontre entre Trump et Netanyahou. Alors le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de gens, dit-on, qui veulent migrer dans le monde pour avoir une condition de vie meilleure, des conditions de vie meilleures, des perspectives. Et là, les populations qui vivent dans une situation extrêmement difficile, ce sont celles qui veulent rester. C'est paradoxal. Non seulement ils veulent rester, mais vous avez raison, c'est totalement paradoxal. Les images qu'on a vues la semaine dernière, et que je pense que les gens qui nous écoutent ont vu aussi, ces familles palestiniennes réfugiées dans leur statut de réfugiés, c'est-à-dire qui avaient fui du nord de la bande de Gaza vers le sud, qui immédiatement que le couloir de Netzarim se rouvre, repartent vers le nord, alors qu'elles savent que tout est absolument détruit. Donc, elles quittent y compris leurs tentes qui ont été installées par les organisations internationales au sud de la bande de Gaza pour retourner vers le nord. Comment l'expliquez-vous ? Par cet attachement à la terre, par le fait que ce sont des populations réfugiées. Si vous voulez, si on avait vécu, je pense, un dixième de ce qu'ont vécu les habitants de Gaza depuis 15 mois, je pense qu'on ne ferait plus société. Or, c'est toujours une société. Et d'ailleurs, ça vaut également pour les Israéliens. Ce sont des sociétés qui sont en permanence secouées par des traumatismes extrêmement violents. On parle de ce concept de résilience dont on parle beaucoup. C'est plus que ça, c'est des sociétés qui sont résistantes, qui savent résister à des chocs traumatiques extrêmement violents. Et il y a une diaspora palestinienne dans le monde ? Il y a plus de 6 millions de Palestiniens considérés comme réfugiés palestiniens en dehors mais au-delà du Proche-Orient d'Israël et de la Palestine. Bien sûr, il y en a au Canada, il y en a au Chili, il y en a en Afrique de l'Ouest. Elle est influente ? Elle est influente parce que la population palestinienne est extrêmement diplômée. Les Palestiniens sont parmi les populations du monde arabe les plus diplômées. Donc ils sont médecins, mais ils sont aussi parfois des dirigeants politiques. Il faut prendre ça en compte. Au Koweït, en Irak, au Liban, en Jordanie, vous avez dans le monde politique des Palestiniens. Donc quand on fabrique des réfugiés palestiniens, on fabrique aussi des activistes politiques. Mais est-ce qu'il y a l'équivalent de l'EPAC palestinien aux États-Unis ? Non, mais on a dit, et par exemple dans le Michigan, c'est absolument prouvé, que la diaspora palestinienne états-unienne, qui vit aux États-Unis, a lourdement pesé sur le résultat des élections présidentielles. Pro-Trump. Alors pro-Trump ou plutôt anti-Kamala Harris. On dit que dans le Michigan, ça a voté plutôt Trump. Ça a voté antidémocrate parce qu'on a considéré que Joe Biden était responsable, en partie co-responsable de ce qui s'était passé à Gaza depuis 15 mois. Est-ce qu'il y a la possibilité, Vincent Lemire, pour ces Palestiniens de séduire une figure comme Donald Trump, qui est aussi un pragmatique ? Oui, si Donald Trump réussit à rééquilibrer une relation avec Israël qui est un petit peu cul par-dessus tête, pardon de l'expression, mais le puissant, c'est les États-Unis. Normalement, l'obligé, c'est Israël. Et c'est vrai que pendant le premier mandat de Trump, on avait un peu l'impression que c'était Netanyahou qui faisait la pluie et le beau temps à Washington. Logiquement, ça devrait être le contraire. Je pense que Trump l'a compris. Trump a compris qu'en fait, il faut parler le langage de la force, avec Netanyahou en particulier, et il a d'autres agendas, en particulier avec l'Arabie Saoudite, avec les États du Golfe. Et donc,
Mais ça se dit beaucoup en Israël. La droite et l'extrême droite israélienne se méfient aujourd'hui des possibilités de Trump. C'est quelqu'un qui peut renverser la table à tout moment, y compris sur les plans de Netanyahou. Et Benjamin Netanyahou sera donc aux États-Unis et rencontrera demain Donald Trump. Je vous propose, Vincent Lemire, qu'on évoque à présent le sort des otages. 3 nouveaux otages ont été libérés ce week-end. Parmi eux, un otage franco-israélien. Il reste encore une personne de nationalité française détenue. Parmi, il y a une 50aine d'autres otages dont on ne sait encore s'ils sont morts ou vivants. Dans l'histoire d'Israël, le sort des otages est assez important, assez caractéristique. En quoi les libérations en cours et les négociations qui ont lieu sont-elles révélatrices de cette histoire ? Oui, dans l'histoire juive, dans la culture juive, on parle de captifs. Il faut libérer, mais non, il faut libérer les captifs, et les premiers, ce sont les captifs de Babylone. Comment est-ce que ces juifs qui sont séparés de leur famille, comment on va les faire revenir ? C'est vraiment pour une population en diaspora, qui a vécu plus de 2000 ans en diaspora, réunir les familles, ça fait partie de l'épine dorsale, on va dire, de la culture juive et de l'histoire juive. D'ailleurs, du côté palestinien, on retrouve ça aussi. On a parlé des réfugiés, épine dorsale de l'identité palestinienne, mais aussi les prisonniers. N'oublions pas les plusieurs centaines de prisonniers palestiniens qui sont libérés tous les jours. Mais la société palestinienne, c'est une société carcérale. Donc des deux côtés, on voit que ce qui se passe, et plutôt ça fait du bien à ces sociétés, touche véritablement au cœur des identités. Là-dessus, il y a quelque chose qu'on a peut-être du mal à comprendre, c'est qu'on a un peu l'impression qu'un otage israélien vaut, et je mets beaucoup de guillemets à vaut, 100 prisonniers. Alors, d'abord, dans cette bande dessinée, Histoire de Jérusalem, on voit aussi, par exemple, Saladin qui négocie avec les croisés en 1187 la libération des captifs ou des otages. Et c'est une donnée de guerre. Un combattant vaut plus cher qu'un homme vaut plus cher qu'une femme vaut plus cher qu'un enfant. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce qu'on voit là dans cette espèce de comptabilité un peu morbide en ce moment. Mais il faut dire aussi, c'est à moi de le dire, les Israéliens, depuis 15 mois, permettez-moi l'expression, ont fait du stock. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de prisonniers palestiniens aujourd'hui que le 6 octobre. Comme une monnaie d'échange. Mais oui, ils se préparaient en fait à ce deal. Il y a 4 à 5 000 prisonniers palestiniens en plus que ce qu'il y avait la veille du 7 octobre. Donc ils s'étaient préparés à cet échange. Il y a aussi beaucoup de prisonniers palestiniens qui sont... sans jugement et sans même dossier d'instruction. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Pour Gilad Shalit, je vous rappelle que c'était encore plus déséquilibré. Un soldat israélien, Gilad Shalit, versus 1000 prisonniers et prisonnières palestiniens. Pour autant, on dit que Benjamin Netanyahou a un petit peu oublié son but de guerre qui était de libérer les otages, et d'ailleurs des familles d'otages lui reprochent cela. C'est toute la question du jour. On est lundi, on est au 16e jour de ce fameux cessez-le-feu. Normalement, commence, comme vous l'avez dit tout à l'heure pendant le journal, la deuxième phase de cette négociation. Elle est beaucoup plus fragile, elle est beaucoup plus périlleuse. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant qu'on va commencer à parler non seulement des hommes otages, mais aussi des soldats israéliens. Et là, les prix vont être encore plus élevés. Et en face, on va avoir aussi les prisonniers palestiniens les plus importants aux yeux du Hamas, et notamment un certain Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, il est en prison depuis plus de 20 ans, c'est un des leaders de la deuxième intifada. Les Qataris et les Égyptiens insistent beaucoup pour qu'il soit mis sur la liste de cette deuxième phase de l'accord. Ce serait, on sait bien, on en parle parfois comme le Mandela palestinien, il pourrait être un horizon politique pour la Palestine, non seulement en Cisjordanie, mais à Gaza. Il faut toujours rappeler que... Ah oui, bénéfique, Mahmoud Abbas a 90 ans aujourd'hui. C'est biologique. Il va quitter la scène. Si c'est pas par des élections, voilà, il a l'âge qu'il a. Mais si vous dites que c'est le Mandela palestinien, on sait que Mandela a précipité la fin du régime dès lors qu'il a été libéré de prison. Oui, mais d'une certaine manière, c'était inscrit dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Oui, mais c'est le message que vous envoyez au régime israélien, alors. Non, mais... moi, j'en vois aucun message. Ce qui est certain, mais pour vous répondre très clairement, la droite israélienne n'a pas envie de libérer Marwan Barghouti. Mais si c'est le prix à payer pour sortir les derniers soldats, et si par ailleurs Trump, parce que Trump peut aussi avoir l'intelligence de comprendre que s'il n'y a pas une perspective politique du côté palestinien, une vraie perspective politique, ça veut dire c'est pas seulement de repeindre quelques combattants du Hamas d'une autre couleur, c'est qu'il y ait un nouveau leadership, que ce nouveau leadership puisse parler à la fois à l'autorité palestinienne, à l'OLP et à certaines, on va dire, factions ex-Hamas,
c'est Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, s'il se présentait aujourd'hui à des présidentielles palestiniennes, même depuis sa prison, il serait élu à plus de 60%. Pourquoi on n'assiste pas, Vincent Lemire, à ce qui tenait, si on prend un pays comme le Rwanda, par exemple, on sait que Paul Kagame a reconquis le Rwanda à partir de l'Ouganda en forgeant une armée extérieure. Les Palestiniens n'ont jamais eu cette démarche-là. Ça a été, alors ça c'est le projet des années 70, les camps d'entraînement en Jordanie, ça s'est très mal fini, Septembre Noir. Les camps d'entraînement au Liban, ça s'est très mal fini, Sabra et Shatila. Et ensuite ça a été une autre stratégie, la première intifada, la deuxième intifada, les négociations d'Oslo. Mais qui a échoué. C'est un constat d'échec que font les Palestiniens aujourd'hui. Et donc ils ont deux choix, soit ils continuent de se battre pour les 22% pour lesquels Yasser Arafat se battait finalement, les 22% de la Palestine historique, c'est-à-dire Cisjordanie plus Gaza, 23% exactement, soit il se place dans une autre perspective, un État unique, binational, une égalité des droits, ce serait la perspective plutôt le chemin de l'Afrique du Sud dont on parlait tout à l'heure. Mais le terrorisme islamiste ne les rend pas sympathiques aux yeux de l'opinion, enfin en tout cas de l'opinion occidentale qui a peur justement de ce type de manifestation, parce que nous sommes concernés aussi par ce type de terrorisme. Oui, vous avez raison. En même temps, vous pouvez constater que depuis la fin des années 70, le terrorisme palestinien frappe désormais les Israéliens. Il n'y a plus d'attentats sur le sol français, il n'y a plus de détournement d'avions. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que quand on regarde les sondages générationnels, en particulier en Occident, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, plus on est jeune, plus on est pro-palestinien. Ça vaut... aux États-Unis, c'est des chiffres qui sont absolument renversants. Le grand paradoxe, c'est que depuis le 7 octobre, l'image d'Israël s'est considérablement dégradée et le soutien international à Israël s'est considérablement dégradé parce que Netanyahou a mené la guerre qu'il a menée. En un mot, Vincent Lemire, vous qui êtes historien, dans quelle mesure ce qu'on vit à présent peut faire bouger les frontières d'Israël et du Proche-Orient ? Alors, les frontières, elles bougent déjà. Vous avez vu qu'il y a une base militaire, j'ai vu hier sur des images satellites, il y a une base militaire israélienne qui est en train de s'installer dans le Golan syrien, en dehors même de la buffer zone. Donc il y a des frontières qui bougent, il y a des frontières historiques en tout cas qui sont en train de bouger et elles ont pas fini de bouger. Merci beaucoup Vincent Lemire, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Gustave Eiffel. Je rappelle, livre que vous avez publié, notamment cette bande dessinée Histoire de Jérusalem qui raconte tout depuis le premier millénaire et même bien avant. Et puis Anatomie d'un conflit Israël-Palestine, c'est aux arènes. Merci beaucoup.